Bienvenue, mesdames, mademoiselles, messieurs, à cette émission Agora, qui est centrée aujourd'hui sur la problématique de la politique sociale comme facteur de développement et qui reçoit un militant de l'interventionnisme social, Moustapha Mbodj, qui est par ailleurs un parent du Waalo, avec qui je partage les principes, valeurs et coutumes du Waalo ancestral. Alors, M. Mbodj, l'interventionnisme social, c'est quoi déjà? L'intervention sociale, c'est une discipline qui est née bien avant de disciplines comme la sociologie, parce que l'intervention sociale est née dans les années 1769 en Allemagne, sur la base des travaux d'un chercheur qu'on appelle Pastelazzi. Donc, quand on parle d'intervention sociale, il s'agit d'agir, d'intervenir avec pour objectif l'aide à des personnes en difficulté. C'est ça l'intervention sociale. Aider des personnes, des groupes ou des collectivités qui sont en difficulté. C'est ça l'intervention sociale. Okay. Ça rejoint quelque peu les politiques publiques. Bon, maintenant, je termine rapidement par rapport à ça. Donc, quand tu es né avant ce qu'on appelle l'intervention sociale, il y avait ce qu'on appelle l'assistance. C'est-à-dire, les gens sont en difficulté, donc il fallait trouver des enfants qui sont dans la rue, on leur donne à manger. Bon, des personnes qui sont pauvres, des malades, on les aide à se soigner. C'était ça qui ce qu'on appelle l'assistance. L'intervention vient introduire une nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension s'appelle un objectif d'autonomisation. Donc, comment faire, justement, pour rejoindre l'adage, non pas donner du poisson à quelqu'un, lui apprendre à pêcher. C'est ça l'intervention. Okay. Il est basé essentiellement sur une relation d'aide et d'accompagnement qui doit conduire la personne vers l'autonomisation. La capacitation de la personne pour qu'elle soit capable de devenir un citoyen à part entière. Okay. Et non pas entièrement à part. Voilà ce que ça Alors, signifie. Mais au-delà de l'interventionnisme social, on parle aussi de politique sociale comme facteur de développement, de stabilité, de développement économique surtout. Alors, comment expliquer? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que nécessairement, fondamentalement, vous avez une bonne politique sociale, il y a un développement économique et social assuré? Est-ce qu'il y a un lien ou bien c'est obligatoire? Il y a forcément un lien parce que la politique sociale, c'est le référentiel des interventions. Je donne juste un exemple. En 1978, il y a eu la conférence de Alma-Ata qui a dit qu'on va responsabiliser les populations en matière d'accès aux soins. C'est-à-dire qu'on va désormais commencer à payer. D'accord? Donc ça, c'est une décision qui a été prise à l'extérieur. Le Sénégal a signé la convention. Ça a introduit ce qu'on appelle les soins de santé primaire. Depuis lors, les soins dans les hôpitaux sont devenus des soins coûteux. Donc c'est ça ça nous interpelle par rapport à ce que le président du Sénégal a pris comme décision en parlant de couverture médicale, CMU. Oui, CMU, oui. Couverture médicale universelle. Oui. D'accord. En tête de réponse. Parce qu'on a créé ce gap-là, cette décision-là. Ça veut dire que c'est une décision politique. Donc, c'est ça qui fait la relation entre le concept de politique et le concept d'intervention. Maintenant, quand vous considérez le concept de politique sociale, il s'agit d'une configuration d'ensemble. Parce qu'on parle de politique économique. Mais face à toute politique économique, il existe ce qu'on appelle une politique sociale. Autrement dit, comment les gens vont s'organiser de manière à pouvoir accompagner la politique économique. Parce que l'objectif, c'est un objectif de bien-être social. C'est ça que ça signifie. Le problème qu'il y a, maintenant, ce référentiel-là, il change en fonction des orientations et des choix des sociétés. Par exemple, on a commencé à parler de la politique sociale et non pas des politiques sociales. C'est différent. Quand on parle de la politique sociale, il s'agit d'une configuration d'ensemble, donc un dispositif général qui est là pour prendre en compte l'ensemble des dysfonctionnements de la société. Mais quand on parle des politiques sociales, il s'agit de mesures sectorielles, comme on va en prendre dans un secteur comme par exemple le secteur du logement, pour faciliter l'accès, le secteur de la santé. Donc c'est toute la différence entre une politique d'ensemble et des politiques sectorielles.
Donc, quand on parle de politique sociale, il faut comprendre la politique sociale, c'est une configuration d'ensemble. Les politiques sociales, c'est un ensemble d'éléments ou de programmes qui sont mis en place à les faire régler les problèmes des populations. C'est des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes de manger, nourriture, des problèmes de formation, d'éducation, des problèmes de santé. Mais ces programmes sociaux-là que vous relevez, pratiquement sont des programmes sociaux qui ont tous échoué. Justement, c'est ce que je dis dans le livre, justement. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change de référentiel. Parce que ce référentiel, le projet d'ensemble que nous déroulons jusqu'ici, qui est adossé à un système économique, on l'a hérité de la colonisation. Le problème, c'est que ça n'a pas changé. C'est ce qu'on appelle la perspective résiduelle. Ça veut dire qu'on va cibler certaines catégories de personnes qui n'ont pas accès à ceci, à la nourriture, au logement, à la santé. Et on va développer des programmes de manière à les prendre en compte. Or, par exemple, ça c'est en contradiction avec ce qu'on appelle la couverture maladie universelle. Quand tu dis universelle, c'est contraire de ciblage. Ça veut dire qu'au Sénégal, on est complètement passé à côté. Depuis lors, donc, on s'est installé dans ce qu'on appelle les politiques sectorielles. Ce qui amène la fragmentation du social. Par exemple, sous le régime socialiste, on avait le ministère du développement social, Oui. qui comprenait la famille, les enfants, les personnes handicapées, les collectivités territoriales. Avec l'instauration du libéralisme, qu'est-ce qu'on a? On a une fragmentation. Vous avez le ministère de la famille, le ministère du développement communautaire, vous avez le ministère de la santé, vous avez le ministère de l'action sociale. C'est ça qui pose, c'est ça la différence entre une vision d'ensemble et une vision de sectorialité. Et dans la réalité, quand on impose les politiques sectorielles, ce qui va se passer, c'est qu'on va développer ce qu'on appelle des programmes. Mais il faut faire la différence entre le concept de programme et le concept de politique. En fait, une politique, c'est un programme doté de référentiel, de ce qu'on appelle le cadre général. Oui. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, pourquoi les politiques ont échoué? Parce qu'on a mis en place des politiques sectorielles depuis le plan d'ajustement sectoriel jusqu'ici. Donc, on a mis en place des politiques sectorielles de santé. Vous avez donc une multiplication des différents ministères. D'accord? Tout à fait. Bon, on a mis tout ça un ensemble de politiques, mais entre-temps, on a mis ce qu'on appelle le plan Sénégal émergent. Oui, le PSE. Le PSE, le deuxième, c'est le premier élément de référentiel. Oui. Deuxième élément de référentiel, on a mis en place le Code général des collectivités territoriales. Ces deux éléments constituent le nouveau référentiel. Or, ce nouveau référentiel est en contradiction avec les programmes qui existaient jusqu'ici. La CMI existait avant, les bourses familiales existaient avant. Donc, toutes les politiques, les programmes qui ont été développés jusqu'ici sont en contradiction avec véritablement le référentiel des politiques que constitue ce qu'on appelle le PSE pour le Sénégal. Pour le Gabon, c'est la même chose également. Quand vous allez au Niger, ils ont également le PSE. Tout à fait. Donc, il y a actuellement l'échec s'explique parce que les programmes, ils ont des objectifs d'incidence. Par exemple, j'ai dit pour les bourses familiales, on va essayer de toucher 400 000 familles. Même si on les touchait à 100%, 400 000 familles, ça représente quoi par rapport à 6 millions de pauvres Sénégalais? Ça ne règle pas le problème. Tout à fait. Voilà, quand vous avez la CMI, vous avez catégorisé, ça touche qui? Donc, vous n'avez pas réglé le problème de santé. Or, si c'est maintenant d'une politique adossée sur ce qu'on a dit, par exemple, la santé, par exemple, est une compétence transférée. Il ne s'agit pas pour l'État de le faire. L'État peut participer au financement, mais la santé doit être prise en charge au niveau des collectivités territoriales, ce qui n'est pas le cas. Donc, disons que tous les programmes que vous avez à l'heure actuelle, quel que soit leur concepteur, vont échouer. Enfin, n'auront pas d'impact majeur sur la population ni sur la pauvreté. Bon. Est-ce que ce n'est pas ce qui explique qu'on ait aujourd'hui une société civile de plus en plus exigeante par rapport aux questions sociales? Je rappelle que notre invité, Moussa Mbodj, a produit un livre, La politique sociale en Afrique noire, francophone, des enjeux et des opportunités. Je disais donc, est-ce que par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que ce n'est pas ce qui explique le fait que nous ayons une société civile de plus en plus exigeante sur les questions sociales? Heureusement qu'elle est exigeante. C'est qu'en fait, dans la grille, quand on veut analyser, il faut qu'on dispose d'un tamis, d'une grille. Oui. La grille que j'ai inventée, c'est une grille basée sur 3 éléments. C'est-à-dire le marché, l'État et la société civile.
Donc, compte tenu des mutations des objectifs, on va mettre l'accent soit sur le marché, soit maintenant sur l'État, soit sur la société civile. À la naissance de ce qu'on appelle l'économie de marché autorégulée, on a mis l'accent sur le marché. La société civile était fragilisée. Je vais vous expliquer. En ce moment-là, la société civile était constituée de personnes qui n'avaient pas le droit de se syndiquer. C'était des personnes qui... Il n'y avait pas de convention de travail, il n'y avait pas de convention collective, il n'y avait pas de contrat de travail. On les utilisait comme on voulait. C'est à la suite ce qu'on appelle le travail forcé. L'État ne devait intervenir pour assurer ce qu'on appelle les conditions cadres, mais n'intervient pas dans la loi de l'offre et de la demande. Donc, c'est l'économie de marché. En 1929, il y a une crise. À part de cette crise, c'est une crise de ce qu'on appelle la crise de l'offre. Les gens ont instauré l'État-providence. L'État-providence, donc, ce n'est plus le marché qui régulait le fonctionnement, mais c'est l'État. Donc, c'est l'État Dieu. Cet État-là va utiliser la société civile responsabilisée sous la forme de syndicats. Et ces syndicats-là disaient exactement à l'État ce qu'il fallait faire. Et le marché était régulé. Maintenant, depuis la 1973, on est entré dans une troisième phase. La troisième phase, c'est la transnationalisation du capital, c'est le marché international, c'est ce qu'on appelle la mondialisation. Dans cette mondialisation, l'État est réduit à pratiquement rien du tout. Ce sont les entreprises transnationales qui décident. Maintenant, au niveau de la société civile, il appartient maintenant à la société civile, si elle est forte, de définir et d'orienter les politiques. Ça veut dire que le fait que la société civile passe au premier plan, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Donc, si nous voulons nous en sortir, il faut que nous mettons l'accent en renforçant la capacité de la société civile. Parce que les syndicats ont perdu définitivement à l'heure actuelle. Parce que, pourquoi les syndicats ont perdu? Par rapport au dialogue en matière d'emploi et en matière de salaire, à l'heure actuelle, par rapport aux normes du marché mondial, ce qui est demandé, c'est le toilettage de l'environnement des affaires. Ça signifie quoi? Ça signifie que tout espace social ou économique qui peut bénéficier de ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, qui n'appartient à aucun pays, doit offrir les meilleures conditions. Donc de bas salaires, une fragilisation, quoi. C'est-à-dire c'est une diminution de ce qu'on appelle les contrats, par exemple, à durée indéterminée. On va privilégier les contrats à durée déterminée, de maximum. Les fragilisations, on l'a trouvé au Sénégal, dans le recrutement de volontaires, etc., au niveau de l'éducation. Oui, tout à fait. Pour que les gens n'ont pas de droit. Maintenant, qu'est-ce qui reste à faire pour représenter les populations? C'est cette société civile-là, sous forme d'organisation non gouvernementale, sous forme d'association fêtière. Donc, si elle est forte, on aura des véritables politiques sociales. Si elle n'est pas forte, c'est que le capital international va nous réduire absolument à rien. Mais alors, qu'est-ce qui explique la remise en cause permanente des politiques sociales instaurées par les différents gouvernements qui se sont succédés? C'est ce que je vous ai dit, c'est que jusqu'ici, tous les gouvernements qui sont là, socialistes, libéraux, etc., se sont inscrits dans ce qu'on appelle l'approche programme, l'approche sectorielle. C'est des programmes qui sont là, qui agissent à la marge, mais qui ne remettent pas en question véritablement les problèmes. Parce que pour régler un problème, il faut bien le diagnostiquer. Donc il faut déconstruire la réalité. Je vous ai dit au départ, le dispositif qu'on a à titre de configuration de politique sociale, on l'a hérité de la colonisation. Or, la colonisation était basée sur deux éléments. La minimalisation de la valeur de la force de travail, donc on va payer très peu aux gens. Et deuxièmement, ce qui conduit à ce qu'on appelle l'impératif de pluriactivité. L'impératif de pluriactivité, c'est pour s'en sortir, il faut avoir 2, 3 ou 4 métiers. Ça veut dire que le cultivateur va être obligé, quand les spéculations sont terminées, de venir ici pour grossir un peu ce qu'on appelle les secteurs informels. Donc, avec ces deux éléments-là, et on a continué jusqu'ici. Parce que rien que regarder l'Afrique d'une manière générale représente 0,02% du commerce mondial. Donc l'Afrique peut disparaître sans gêner personne. Vous n'avez pas de pouvoir d'achat. Quel est le fonctionnaire, par exemple, sénégalais, qui peut acheter une voiture étendue seulement sur 3 ans? Il ne peut pas. Il n'a pas les moyens de le faire, à moins d'acheter les voitures de seconde main. Mais une voiture neuve, c'est pratiquement impossible. Acheter une maison, c'est pratiquement impossible. Parce que le salaire est très faible. Regardez, par exemple, en France, en 1932, Fonitouga disait que le salaire d'un ouvrier spécialisé sénégalais était le tiers de celui de son homologue français.
Et à l'heure actuelle, le SMIC, au niveau de la France, Oui, le salaire moyen indiciaire au chômage. c'est 900 euros. 900 euros, ça fait combien? Extraordinaire. Nous, notre SMIC, c'est combien? C'est combien? 35 000, je ne sais pas, 36 000. Oui. Mais on mange les mêmes choses, on consomme les mêmes choses. Donc il y a un problème là. D'adaptation. Et à l'heure actuelle, est-ce que les gouvernements roses, parce que si on remet ça en cause, les investisseurs ne viennent pas. Parce que tous les pays qui s'en sont sortis, ce sont pays qui ont baissé les salaires tranquillement. Je rappelle que ce sont les éditions Sarl, c'est ça? Salamata. Salamata, ce sont les éditions Salamata qui ont édité ce livre, La politique sociale en Afrique noire francophone. Vous abordez aussi, vous parlez des enjeux et des opportunités. Par rapport aux questions que vous venez de soulever, quelle est aujourd'hui, comment y remédier? Donc, quelle est la solution miracle? C'est très simple. Ça descend strictement aucun problème. On est en face d'une situation par laquelle il y a une dévalorisation de la personne en tant que telle. Dévalorisation du facteur humain. Des protections sociales de l'ensemble des individus par l'utilisation d'approches tout à fait résiduelles. Donc, on ne prend pas les problèmes à corps de bras pour trouver des solutions. On prend les problèmes véritablement en essayant de donner, c'est pas moi, vous êtes coupé, on met du mercurochrome là-dedans. C'est ça que ça signifie. Ça ne règle pas le problème. Donc, je dis, les enjeux à l'heure actuelle, c'est que nous sommes en face d'une population qui est complètement paupérisée. Je disais il y a 5 ans, dans une radio de la place, qu'on est assis sur une bombe. Sa bombe s'appelle la jeunesse. Ça fait 5 ans. Maintenant, on s'en rend compte. Le taux de chômage est extrêmement élevé. Okay? Le système éducatif ne fonctionne pas. Le système sanitaire ne fonctionne pas. Ce sont ça, c'est les enjeux. L'habitation ne fonctionne pas. D'accord? Même le déplacement pose problème. Donc, il y a des enjeux qui sont là. Ça veut dire qu'on les traite ou on disparaît. Regardez ce qui s'est passé au mois de mars. Oui. Mais les événements du mois de mars. C'est pas politique. C'est juste une situation qui est partie à l'extrême. Il se fait n'importe quel étincelle pour que ça parte. Donc, quand les gens essaient de trouver une réponse politique, ce n'est pas une réponse politique. C'est qu'on a profité simplement d'une situation qui existait. Parce que, les gens étaient désœuvrés, les gens n'avaient pas de quoi nourrir, les gens étaient extrêmement pauvres, les jeunes n'avaient aucun moyen de subsistance. Oui. Ici, ajoute qu'on les a enfermés. Mais dès qu'ils trouvent un moyen de sortir, ils vont sortir. Oui, mais le constat est là. Qu'est-ce qui explique la persistance de ces problèmes? Malgré la volonté des politiques, malgré la volonté des uns. Justement, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique. On ne les prend pas à corps de bras. Je vous ai dit, jusqu'ici, on fonctionne à coup de programme. Les programmes ont une incidence minime. Si on mettait en place justement des politiques, là, véritablement, on aurait un impact. C'est ça la différence. Ce qui m'intéresse à l'heure actuelle, c'est que, qu'on me dise, on a mis en place un certain nombre de programmes et qu'au bout de 5 ans, la pauvreté du Sénégal a diminué de 10 ou de 20%. Ça, je peux comprendre. Mais aucun gouvernement ne vous le dira. Ça veut dire que les gadgets, je les appelle, qu'ils ont mis en place ne servent à rien. Il faut les revoir. Ne serait-ce que, par exemple, la CMI et les bourses familiales, il faut les mettre en cohérence avec le nouveau référentiel. Pourtant, ils ont un nouveau référentiel. Compétences transférées, transférer leurs compétences et les moyens. Donc ce ne sera plus la responsabilité de l'État de le faire, c'est la responsabilité maintenant au niveau des populations. Les populations vont discuter des programmes, mettre en place ce qu'on appelle des programmes d'action concertés. Et à part de cela, c'est ça que j'appelle vraiment les opportunités. Parce que, autrement dit, ces problèmes-là ne peuvent pas être réglés par l'État. Parce que l'État fonctionne sur la base de ce qu'on appelle le top-down approach. Tous les programmes de développement sont conçus en haut, par des experts comme moi, à qui on paye plusieurs millions. Après, on essaie de les appliquer. Or, les populations ont leur logique. Vous parlez de solidarité. Oui. Face à l'exclusion exponentielle, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont développé dans 1964 ce qu'on appelle des structures, des stratégies de sortie, des stratégies de survie, ce qu'on appelle les structures de solidarité. Ce sont les tontines, ce sont les mortailles, ce sont les ndédiqués, ce sont les ndatukognes. Moi, j'ai vu, quand je faisais les recherches pour ma thèse à Nianing, une dame qui a pu construire sa maison après de la tontine du village de Nianing, c'est 1000 francs par jour. Elle a fait son commerce. Mais on a vu au niveau de Sandaga, avant qu'on le détruise,
Mais les petits commerçants commençaient par là avant d'aller en Italie ou ailleurs. Oui. Ils apprenaient, on le prêtait un capital. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui. Mais donc les populations, par exemple, quand vous allez au niveau du monde rural, Oui. par rapport à n'importe quelle spéculation, prenez l'arachide. Par exemple, pour faire de l'arachide avec une grande surface, il faut du matériel. Mais le paysan n'a pas régulièrement le matériel qu'il faut pour cela. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du nadante. Vous savez ce qu'on appelle le nadante? C'est-à-dire, j'achète une machine de jiwu, l'autre achète une machine cerqueuse, l'autre une machine d'autre chose. Mais à chaque spéculation, chacun vient avec son matériel. On le règle. Donc ils ont développé des stratégies qui leur permettent vraiment. Deuxièmement, troisièmement, on a parlé, par exemple, pour prendre ensemble les problèmes de santé, on parle de mutuelle. Oui. Mais la mutuelle est basée sur le système assurantiel. Ça veut dire que tu cotises et quand le basculement, la maladie vient, ben, de par la solidarité communautaire, le mécanisme va te prendre en charge. Mais pour le faire, il faut avoir de l'argent. Tout à fait. Donc l'assurance, c'est bien pour quelqu'un qui a de l'argent. Tu travailles, tu assures. Moi, j'ai ma voiture, chaque année, je paye l'assurance parce que j'ai un revenu qui me permet de le faire. Mais si tu n'as pas ce revenu-là, tu ne peux pas le faire. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez maintenant? Est-ce que pour vous, à vous entendre parler, il faudrait que le pouvoir soit donné aux populations? Il faudrait que les populations soient renforcées. Ouais. Est-ce à dire que ce sont est-ce à dire que les collectivités locales doivent être renforcées? Exactement. Au plan budgétaire, au plan des compétences et tout. Mais c'est ce que je vous ai dit. On a mis en place des référentiels. Autrement, on a une orientation politique par le PSE. Oui. On a un cadre juridique Oui. par le Code général des collectivités. Mais appliquons-les. Qu'est-ce que le Code dit? Oui. Article 3, il dit simplement, par exemple, la santé, l'éducation, il y a 9 compétences transférées. Transférées, oui. Mais le Code dit que quand tu transfères les compétences, tu transfères en même temps les moyens qui permettent de le faire. Mais jusqu'ici au Sénégal, on a transféré les compétences, mais on n'a pas transféré les moyens. Ou bien que si les moyens ont été transférés. Ça veut dire que si on le fait pour le ministère de la Santé, on n'a plus besoin du ministère de la Santé. Enfin, dans un schéma à l'heure actuelle. Oui. Parce que la santé est gérée au niveau local. Par les locaux. Donc la demande en soins et le dispositif qui permet, en ce moment-là, tu peux demander aux populations, ok, l'État te dit, voilà ce que je peux amener. La commune dit ce que je peux amener. Les associations et les ONG, chacun pourra dire, voilà ce que je peux amener pour le traitement. L'État est plus responsable. Donc il n'y a plus aucun problème. Mais le problème, c'est que l'État a donné la tête et a gardé la langue. Tout à fait. Parce que même dans le code, on vous dit que quand vous devez faire déplacer un médecin de discipline et consort, le ministre de la Santé est obligé d'avertir le maire pour dire s'il est d'accord ou non. Ce n'est pas ce qui se fait. C'est-à-dire, je veux dire, dans les textes, Oui. on dit ce qu'il faut faire, mais dans la réalité, on continue à faire ce qu'on faisait. Donc c'est l'État, Dieu, c'est l'État qui est chef, c'est l'État qui règle les problèmes. Oui. C'est la raison pour laquelle, quand il y a des problèmes, tout le monde attaque le président. Tout le monde attaque l'État. Alors que nous avons décidé depuis longtemps, parce que là, c'est l'acte 3, hein, de transférer les compétences aux populations. Mais il faut transférer également les moyens simplement. En ce moment-là, les programmes de santé seront développés de manière transactionnelle au niveau des espaces transactionnels. Dans chaque, et puis pourtant c'est prévu par le Code général des collectivités territoriales. Mais professeur, est-ce que ce n'est pas la sensibilité de la question, la sensibilité de la question sociale qui explique le défaut de consensus? Non, il n'y a pas de consensus parce qu'on n'a pas proposé quoi que ce soit aux populations. Oui, mais je veux dire, il n'y a jamais eu de programme social, il n'y a jamais eu une politique sociale qui a fait l'unanimité auprès de la classe politique. C'est pour ça qu'on est d'accord sur la solution. Je dis, par le Code général, général des collectivités territoriales, ils ont fait une proposition qui règle le problème. Parce que dans chaque commune, il va y avoir ce qu'on appelle des espaces transactionnels, au niveau desquels l'ensemble des acteurs vont se réunir pour définir par rapport à le problème, quelle va être la solution ou le dispositif qu'on met en place. En ce moment-là, ça va se faire de manière consensuelle. Parce que là, vous avez raison. Parce que toutes les politiques sont des politiques qui ont été imposées. Hein. Tous les programmes sont des programmes qui ont été imposés, qui ont fait l'objet d'aucune discussion. Là, vous avez parfaitement raison. Mais
on a mis un dispositif qui nous dit ramener ça à la base. On va discuter ensemble. Et de manière consensuelle, on va décider. Même pour la CMI, même pour l'assurance, on peut le régler. Oui, mais ramener tout à la base, au plan social, ça peut porter ses fruits, mais au plan politique, ça peut être lourd de conséquences. Là, vous devez toucher là où ça pose problème. Parce qu'en réalité, tant qu'on... le premier élément que je veux dire, c'est que est-ce qu'il est possible, la question que je pose très souvent, d'avoir une démocratie dans ce qu'on appelle un contexte de survie? C'est pas possible. Quand les gens ont des problèmes quotidiens pour manger, vous ne pouvez pas avoir de démocratie. Vous ne pouvez pas passer, si vous êtes un gorgorlou, quand vous levez le matin, vous allez chercher de quoi nourrir votre famille. Quand on vous convoque à une réunion politique, vous n'irez pas. Sauf si on vous propose 5 000 francs, allez, 5 000 francs retour. Vous commencez à comprendre. Tout à fait. Donc, à la limite, il y a une sorte d'instrumentalisation et d'utilisation vraiment de ce qu'on appelle l'extrême pauvreté endémique. Parce que cette pauvreté a été provoquée. Et là, juste, il faut qu'on soit bien d'accord. C'est le schéma qui a été mis en place depuis les colonisateurs jusqu'ici qui crée ce qu'on appelle l'exclusion sociale. Parce qu'il y a une marginalité économique, il y a une marginalité sociopolitique, il y a une marginalité culturelle. Ça constitue, de partout, y compris par Dakar, d'abord, une constitution de couche sociale exclue. Partout, la spatialisation de cette marginalité et la production de conduite marginale. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Je vois où vous en venez. Il y a trois éléments, si on les met ensemble, il y a une constitution d'une couche sociale marginalisée. Oui. Donc, il y aura de plus en plus de pauvres, de manière exponentielle. Bon, deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'exclusion, il y a la marginalité, il y a la spatialisation de la marginalité. Ça veut dire que quand tu es un instituteur, c'est l'exemple que je prends, qui a un salaire à peu près de 175 000 francs, ben, il peut pas, il a sa femme et ses 2 enfants, il ne peut pas loger à face, même pas à face. Parce qu'à la face, ça coûte 150 000 francs, 175 000 francs le logement. Il est obligé d'aller ou vers Thiès, ou vers Keur Baye-Fall, ou vers Rufisque. Là, il pourra avoir un logement à 50-60 000 francs. Donc, il y a une spatialisation. Donc, les gens qui sont là-bas, c'est les gens qui n'ont pas les moyens d'être ici. Ce qui pose tout le problème de la circulation. Donc, il y a constitution d'une couche sociale marginale, sous-payée ou mal payée, ou payée temporairement. Deuxièmement, spatialisation, parce que les gens n'ont pas les moyens de vivre au centre. Et troisièmement, c'est la production, dans ces espaces-là, de production de conduite marginale. Et vous étonnez qu'il y ait des délinquants dans les zones urbaines. Ça veut dire qu'il y a une machine qui est mise en place, il faut maintenant qu'on déconstruise cette machine-là. Oui, mais au-delà de la déconstruction de cette machine-là, au-delà du fait qu'il faut éviter de participer à la construction d'une société marginalisée, de plus en plus, je veux dire, création de plus en plus de pauvres dans nos sociétés. Qu'est-ce que vous proposez pour ça? Ce que je propose, c'est un changement d'abord de paradigme, de vision. Je vous ai dit simplement, il faut que nous ayons un projet de société. Parce que pour le faire, il faut faire le diagnostic. Le livre fait le diagnostic. Il dit qu'il faut déconstruire. Parce qu'il dit, le stand que nous avons jusqu'ici, que les Blancs nous ont dit, que si on continue, on ne sera jamais émergent. Ça n'existe pas, quel que soit. Donc, il faut maintenant qu'on sorte de cela. Le premier élément qui va permettre de le sortir, c'est d'abord au niveau macro. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on parle de politique sociale, ça commence par là-haut, ce qu'on appelle le rapport global sectoriel. Regardez simplement en haut. Qu'est-ce qu'on a? On a des espaces sociaux qui ne sont pas viables. Par exemple, le Sénégal, le Togo, le Bénin, la Mauritanie, le Mali, c'est des micro-pays qui ne peuvent pas fonctionner. Ça, c'est le premier élément. Donc, il faut qu'on passe à la fédération de ces États-là. D'abord ça c'est le premier élément. Maintenant, le livre vous dit que tous ces États-là, ces 4 États ont bénéficié exactement du même dispositif qui provoque l'exclusion sociale. Donc, au niveau de l'ensemble de ces États, il faut, une fois qu'ils se mettent ensemble, qu'ils regardent
quel nouveau dispositif vont leur permettre maintenant de s'autonomiser. Oui. C'est ça que c'est. Donc ça, c'est le plan macro. Troisième, maintenant, c'est la responsabilisation. Vous avez parlé de la société civile. Oui. Il faut qu'on la renforce en tant que telle. Donc, et qu'on pense les choses, parce qu'on ne peut pas régler les problèmes sociaux en haut. Le principe, depuis Léon XIII, c'est que les problèmes sociaux doivent être réglés au niveau du service qui est absolument le plus proche des populations. Mais si vous voulez régler les problèmes d'une population donnée, en le réglant en haut, vous n'allez jamais rien régler le problème. Mais dans le livre, vous ne parlez pas spécifiquement du cas du Sénégal, mais de l'Afrique noire francophone. Tout à fait, justement. C'est pourquoi je parle de tous ces pays-là. Est-ce que les problèmes sont communs? Exactement, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai fait tous ces pays-là. Absolument tous ces pays-là. Et les problèmes que nous vivons ici, je viens de la Guinée dire. Oui. Mais exactement. C'est-à-dire le dispositif qu'on a mis en place. Parce qu'il faut qu'on s'entende. On avait, pendant la colonisation, on disposait de ce qu'on appelle un schéma d'exploitation coloniale. C'est-à-dire on produit des matières premières qu'on exporte. Sans aucune tentative, sauf pour l'huile de transformation. Oui. Entre-temps, c'est ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. Donc, il est transformé en produit industriel qui nous ramenait, qui nous vendait beaucoup plus cher. Moi, dans mes premiers travaux de recherche, j'ai vu que, par exemple, le prix de l'arachide a été maintenu pendant 7 ans à 25 francs CFA. Pendant 7 ans, le prix des marchandises marchait très bien. Donc, ce schéma-là, mais rien n'a changé. C'est ça que je suis en train de dire. Dans tous ces pays, aller au Niger, aller en Guinée, aller en Mali, rien n'a changé. Ce qu'on appelle l'approche résiduelle. L'approche résiduelle, pour le comprendre, il faut mettre en parallèle le concept de besoin et le concept de droit. Oui. C'est-à-dire le concept de besoin, l'État dit, vous avez des problèmes de santé, j'ai 1 milliard, je le mets là-dedans. Mais c'est ce que j'ai. L'année prochaine, j'ai des difficultés à cause de la dette, je vous donne 500 millions. Mais l'approche droit, c'est une obligation. Ça veut dire que il n'y a pas j'ai 1 milliard ou non, il faut trouver les moyens de le régler. C'est ça la différence. Deuxièmement, le schéma qu'on a mis en place, c'est un schéma, d'abord, il y avait, par exemple, en matière de santé, il y a les grandes endémies, on a mis l'accent sur la maladie. Donc, mais ce qu'il faut, c'est mettre l'accent d'abord sur la prévention et la promotion. Prenez le paludisme. C'est la maladie qui tue le plus de Sénégalais. Et ça, c'est depuis des années. En matière de prévention, est-ce que vous savez ce que nous faisons? Nous faisons nous achetons des moustiquaires imprégnés. Imprégnés, oui, c'est ça. Mais non, on est dans le résultat. Mais les moustiques, c'est facile de les chasser. S'il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de cyste larvaire, il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de paludisme. Mais donc, c'est un problème d'aménagement, c'est un problème d'assainissement, c'est un problème que les cellules d'hygiène. Moi j'avais 2 femmes. Heureusement que maintenant, je n'en ai qu'une seule. J'avais 2 femmes. L'une était au point E, l'autre était au Sacré-Cœur 3 ici. Voilà, à Sacré-Cœur 3. Mais ce qui s'est passé, c'est que mes enfants qui étaient au point E, à cause du 44, faisaient tout le temps, chaque année, des paludismes. Mes enfants qui sont ici à Sacré-Cœur, il n'y avait même pas de moustiquaires imprégnés, personne n'a eu le paludisme. Sacré-Cœur 3 ici, hein. C'est d'accord. Donc, attends, il faut qu'on soit bien d'accord. Donc, ma première famille a des problèmes simplement parce qu'il y a le 44. J'en profite pour leur dire qu'est-ce qu'ils attendent pour fermer ça. Donc, il y a un problème. Donc, c'est juste un problème d'assainissement. Parce qu'il y a une chaîne qui fait en sorte que l'anophèle puisse piquer la personne. Mais s'il n'y a pas de site larvaire, il n'y a pas de larve. S'il n'y a pas de larve, il n'y a pas de moustiques. S'il n'y a pas de moustiques, il n'y a pas de paludisme. Et combien de Sénégalais meurent de paludisme? Donc, c'est une question d'approche. Pour régler le problème d'assainissement et de tout ça, mais ça se traite au niveau local, ce n'est pas au niveau national. C'est-à-dire il faut qu'on change d'approche, il faut qu'on change de perspective. Par exemple, si vous prenez les bourses familiales, par exemple, je donne juste un petit exemple. On a dit 100 000 francs, 25 000 francs par 3 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 25 000? Rien. Pour vous rejoindre. Si ce n'est pour faire de la politique. Tout à fait. Mais parce que moi, j'ai fait des tentatives de recherche. Oui. On s'est rendu compte qu'avec 250 000 francs que vous donnez à un jeune, vous l'envoyez en milieu rural, mais il règle ses problèmes.
Tout à fait. Il emblave au moins 2, 3, 4, 5 hectares, jusqu'à 10 hectares. Hein. Je dis seulement avec 250 000 francs. Le reste, il emprunte du matériel, des charrettes, un cheval, etc. Mais si c'est un là, il va devenir autonome, il pourra se marier, il pourra s'occuper des enfants, et ce jeune-là pourra cotiser pour la mutuelle de santé. Alors, M. Mbodj, est-ce à dire politique sociale, c'est une stabilité sociale, développement économique? Exactement. C'est exactement ça. Le seul problème, c'est qu'ils ont marginalisé le social. Bah, les Blancs nous ont fait croire que ce n'est pas important. Oui. On les a suivis dans ça. Or, le seul moyen, regardez le Rwanda, le seul moyen vraiment de s'en sortir sur le plan économique, c'est de mettre en place un dispositif de politique sociale endogène et le régler. Regardez le problème qu'on a. Même le noyau d'intervention, on parle d'intervention sociale, Oui. en matière de politique sociale. Ici, il y a une réunion, il y a une semaine. Le président a été là-bas, sur la protection sociale. Mais elle va accoucher de rien. Pourquoi? Même si le président y était. Parce que la protection sociale qu'on nous a amené, les Blancs qui continuent jusqu'ici, est basée sur le culte de l'individualisme. Or, ce qu'il faudrait en matière de protection, nous, moi, comme toi, comme l'autre, quand on ne pense pas individu, on pense famille. Donc, l'unité d'intervention en matière de protection sociale, c'est la famille. Or, la Convention des Nations Unies de protection des droits de l'enfant parle d'individu, ne parle pas de famille. Par exemple, la 4B parle de famille. Ben, les bailleurs de fonds qui sont là, l'UNICEF, ne veulent pas entendre parler de la 4B, la charte africaine. Tout à fait. Je rappelle que notre invité Moustapha Mbodj est un grand militant de l'interventionnisme social et qu'il est sorti de l'université d'Aix-en-Provence, titulaire d'une licence en administration économique et sociale, puis une maîtrise aussi, et que vous êtes penché, vous êtes diplômé aussi en travail social international. En fait, pour dire vrai, les questions sociales vous intéressent et sont au cœur de vos préoccupations. Je rappelle que ce bouquin qu'il vient de sortir a été édité aux éditions Salamata. C'est bien ça. Alors, M. Mbodj, votre dernier mot? Non, simplement, ce livre-là en question, il s'agit simplement des éléments tirés d'un projet de doctorat à l'Université Laval. Donc, le livre, je l'ai écrit à peu près en 10 ans. 10 ans. Donc, à un certain moment, le gouvernement du Sénégal a fait appel à moi pour que je montre ce qu'on appelle l'école nationale des travailleurs sociaux spécialisés, en lieu de place de l'ancienne école qui existait. Donc, je suis venu pour mettre en place cette école-là, et l'élément de base, le cours de base dans cette école-là, c'est le cours justement de politique sociale, l'analyse de politique sociale. Donc, ce sont des éléments d'une thèse et d'un ensemble de travaux que j'ai compulsés et qui m'ont permis de mettre en place cela. Mais moi, mon problème, c'est que ça vient simplement expliquer, parce qu'on parle de politique publique, on parle d'évaluation des politiques publiques. Il y a ici la présidence d'évaluation des politiques publiques, et le plus souvent, les gens parlent plus d'évaluation que d'analyse. J'ai dit, je n'ai rien contre l'évaluation, mais si on évalue simplement ce qu'on appelle l'output gouvernemental, ce que le gouvernement a fait, c'est une évaluation sur l'incidence, ça ne règle aucun problème. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on analyse, qu'on déconstruise, qu'on voit de manière consensuelle ce qu'on va mettre en place, de manière à lutter vraiment contre l'ensemble de ces problèmes sociaux. C'est aussi simple que ça. Donc le livre vient après ça, et de manière scientifique. Donc ça veut dire qu'il y a l'argumentaire pour que véritablement, par exemple, quand on parle de Covid-19, qu'on ne mette pas l'accent uniquement sur le résultat, le nombre des malades, mais qu'on mette l'accent sur la prévention, sur la promotion. Comment est-ce qu'il faut faire pour que les gens ne tombent pas malades? Et en matière de revenus, au lieu de parler, quand on parle de protection, mettons en place une politique de création et de protection des revenus. Pas seulement une politique de protection sociale, mais une politique de création et de protection des revenus. Donc, ne serait-ce que par rapport aux jeunes, comment faire pour les financer au niveau de l'agriculture pour qu'ils soient capables maintenant de cotiser au niveau des mutuelles? Et ça, c'est possible. Et ça ne demande pas 1000 milliards. Tout à fait, tout à fait. Alors, on voit que notre invité est
passionné des questions sociales et qu'il maîtrise très bien d'ailleurs et qu'il propose des solutions en tout cas les pouvoirs publics gagneraient à appliquer ou à tout le moins à s'inspirer des propositions développées ou contenues dans ce livre-là qu'il développe avec méthodologie mais aussi avec beaucoup de foi. Mesdames, mademoiselles, messieurs, c'est la fin de cette émission. Nous vous remercions très vivement de nous avoir accompagnés et surtout nos remerciements à notre invité Moustapha Mbodj et au plaisir de vous revoir sous peu. Au revoir. Au revoir, monsieur Diop.